On s'imagine souvent la justice comme une balance parfaite, le coupable d'un côté, l'innocent de l'autre. Mais voilà, derrière cette image, il y a des hommes, des femmes, et comme tout être humain, ils peuvent se tromper. Et quand ça arrive, les conséquences sont tragiques. Alors, oui, que se passe-t-il quand tout déraille? C'est la question, finalement. Parce qu'on ne parle pas juste de grands principes, de lois, on parle de vie, de vraie vie, qui bascule. Et la réponse, elle est brutale. Elle est simple, mais elle fait froid dans le dos. Quand la machine s'emballe, elle broie tout sur son passage. Des vies, des réputations, des familles. Et les blessures, elles, restent à vie. C'est ce qu'on appelle une erreur judiciaire. Et pour vraiment comprendre comment on en arrive là, on va se pencher sur 3 histoires, 3 affaires qui ont profondément secoué la France. Celle de Patrick Dils, d'Outreau et de Richard Roman. Et ce qui est dingue quand on regarde ces 3 affaires, c'est que les profils n'ont rien à voir. D'un côté, on a un ado de 16 ans. De l'autre, des habitants d'une petite ville, des gens comme tout le monde. Et puis, un homme qui vit un peu en marge. A priori, aucun rapport. Et pourtant, ils ont tous été victimes du même engrenage, de la même machine défaillante. Mais alors, comment ça commence une erreur judiciaire? Eh bien souvent, ça part de l'enquête, des tout débuts. C'est ce moment critique où parfois, l'objectif n'est plus de trouver la vérité, mais de trouver un coupable, n'importe lequel pourvu qu'il coche les cases. Regardons le cas de Patrick Dils, c'est parlant. Il a 16 ans. 16 ans! On l'interroge pendant 36 heures d'affilée, sans avocat. Il faut essayer d'imaginer la pression psychologique. C'est juste insoutenable pour un adulte, alors pour un gamin. Évidemment, à la fin, il craque. Il est épuisé, perdu. Et il finit par avouer. Il avoue un double meurtre qu'il n'a pas commis. Et on pourrait se dire, mais comment peut-on avouer quelque chose qu'on n'a pas fait? Eh bien, Patrick Dils l'a très bien expliqué après. Les enquêteurs, sans forcément le vouloir, lui ont soufflé les réponses. Les questions étaient orientées, du genre « Vous n'auriez pas fait ça ?» Et puis, il y avait un plan de la scène de crime, juste là, sur le mur derrière eux. Petit à petit, ils ont construit ensemble des aveux qui collent, mais qui sont faux de A à Z. Et attention, ce n'est pas un cas unique. Loin de là. Prenez Richard Romain. C'est presque un copier-coller. Interrogatoire, sous pression, on le diabolise, on le traite de monstre. On lui ment, carrément, en lui faisant croire qu'on a une preuve ADN contre lui. Le résultat, le même. Il craque, il avoue n'importe quoi pour que ça s'arrête. Et même s'il se rétracte juste après, le mal est fait. L'aveu est là, noir sur blanc, et ça va devenir la pièce centrale de tout le dossier contre lui. Ok, donc on a les aveux forcés. Mais l'erreur, elle n'est pas juste dans le bureau d'un enquêteur, non. C'est bien plus large que ça. C'est tout un système qui peut se gripper, s'emballer, surtout quand l'opinion publique et les médias s'en mêlent. Et là, l'exemple qui vient tout de suite en tête, le plus terrible peut-être, c'est Outreau. Au départ, c'est une affaire d'accusation de pédophilie dans un milieu défavorisé. Et puis l'enquête part dans tous les sens, de fil en aiguille, comme une traînée de poudre. On se retrouve avec 17 personnes accusées. Des voisins, un huissier, un prêtre, tout un village ou presque se retrouve aspiré dans cette histoire de réseau pédophile tentaculaire. Et puis, c'est le château de cartes qui s'écroule. Sur les 17 accusés, 13 seront finalement innocentés. 13. Certains ont fait jusqu'à 3 ans de prison. Pour rien. Il suffit de regarder ces 2 chiffres, 17 puis 13, pour comprendre l'ampleur du fiasco judiciaire. Mais comment? Comment a-t-on pu en arriver là? Après coup, une commission d'enquête a tout mis à plat. Et leurs conclusions sont terribles. En gros, c'est un cocktail explosif. Un juge d'instruction très jeune et isolé. Une croyance absolue dans des témoignages d'enfants qui changeaient tout le temps. Aucun recul, pas de contre-expertise. Et par-dessus tout ça, une émotion collective si forte que la présomption d'innocence, le principe de base de notre justice, a été complètement oublié, balayé. Et ça nous amène à un autre acteur clé dans ces dérapages, les médias. Le cas Roman est un cas d'école. On ne l'appelle plus par son nom, il devient l'Indien, le tatoué. Des surnoms qui le déshumanisent, qui en font le coupable idéal. Et ça marche. Avant même son procès, un sondage sur Minitel, oui, le Minitel, montrait que 90% des gens le pensaient coupable. La question est simple. Comment peut-on avoir un procès juste quand l'opinion publique a déjà rendu son verdict? Bon, le tableau est sombre. Une fois que la machine est lancée, on se demande comment l'arrêter. Eh bien, c'est un combat de longue haleine. Un vrai combat du pot de terre contre le pot de fer, mené par des gens qui refusent de baisser les bras. Des avocats, des journalistes, des proches. Pour Patrick Dils, condamné à perpétuité, le déclic est venu des années plus tard. Et c'est un truc de fou. On découvre par hasard que Francis Holm, le fameux tueur en série, le routard du crime, était dans le coin le jour même des meurtres. Et là, d'un coup, tout bascule. Une autre hypothèse, bien plus solide que les aveux d'un ado, apparaît enfin. Pour Richard Romain, c'est un journaliste qui va faire le travail de la police. Lionel Duroy.
Il reprend tout à zéro. Il refait l'emploi du temps des accusés, mais à la minute près. Et ce qu'il découvre est incroyable. Richard Roman avait une fenêtre de 10 minutes, grand maximum, pour faire ce dont on l'accusait. Autrement dit, c'était matériellement impossible. Et puis, le coup de théâtre final, en plein procès. Le co-accusé, Didier Gentil, celui qui avait chargé Roman, se lève et il dit un truc incroyable. « J'étais peut-être tout seul. » Il dit qu'il a peut-être rêvé que Roman était avec lui. Et là, silence dans la salle. C'est tellement énorme que l'avocat général lui-même, celui qui est censé mener l'accusation, se lève et demande l'acquittement. C'est du jamais vu, ou presque. Alors voilà, ils sont innocentés, acquittés. Fin du cauchemar, on pourrait se dire. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce qu'on peut effacer des années de prison, l'humiliation et reprendre sa vie comme ça d'un claquement de doigts? Évidemment, l'État reconnaît son erreur. Il y a une indemnisation financière. Patrick Dils, par exemple, a touché 700 000 € après presque 15 ans derrière les barreaux. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais ça pose tout de suite une question bien plus profonde. Sérieusement, quel est le prix de 15 ans de votre vie, de votre jeunesse envolée, d'une réputation détruite à jamais, du traumatisme de la prison? Est-ce qu'un chèque peut vraiment compenser tout ça? Est-ce que ça peut réparer une vie brisée? La vérité, c'est que les cicatrices ne se referment jamais. Patrick Dils a refait sa vie, mais il portera toujours cette étiquette, l'innocent de Montigny. Pour ceux d'Outreau, le drame a été absolu. L'un des accusés s'est suicidé en prison, avant même d'être innocenté. Et Richard Romain, même libre, il n'a jamais réussi à s'en sortir. Il est mort d'une overdose quelques années plus tard. La prison l'avait détruit de l'intérieur. Alors bien sûr, ces affaires ont fait bouger les lignes. La loi a changé pour mieux encadrer les gardes à vue, pour filmer les interrogatoires. Mais ça laisse une dernière question en suspens. Est-ce qu'un système judiciaire, n'importe lequel, peut vraiment être infaillible? Ces histoires terribles nous rappellent une chose essentielle. La justice est humaine. Et c'est peut-être pour ça qu'elle doit toujours douter et rester humble,